Diplômé de Télécom Bretagne, il débute sa carrière en tant qu'ingénieur dans plusieurs structures, notamment chez Altran. Puis il reprend ses études en 2007 et obtient un master en énergie à l'École des Mines, avec une idée bien précise en tête, créer une entreprise dans le secteur des énergies renouvelables. Son but, donner envie aux gens de consommer de l'énergie renouvelable et participer à la transition énergétique. Avant de se lancer, il devient notamment en 2013 directeur du développement de la filiale française de l'Empiris, un fournisseur d'énergie alternatif belge. Il y recrute alors Jonathan Martelly, son futur associé. Ensemble, ils décident de créer Équateur en 2015, dont il est aujourd'hui le PDG. Équateur, c'est le premier fournisseur d'énergie alternatif français qui propose aux particuliers et aux professionnels de l'électricité, du gaz et du bois 100% renouvelables. L'entreprise développe également des produits et services visant à aider ses clients à réduire leur consommation d'énergie, à produire leur propre énergie renouvelable et à développer la mobilité durable. Équateur compte aujourd'hui plus de 100 salariés et alimente plus de 200 000 compteurs électriques en France. Certifié Bicorp, Équateur est officiellement une entreprise à mission depuis 2021, dont la raison d'être est de faciliter la transition énergétique. Équateur est aussi labellisé Green Tech Innovation et pour la 4e fois consécutive est nommé sur la liste French Tech 120, deux labels qui viennent récompenser les startups prometteuses et engagées écologiquement. J'ai la chance de recevoir pour ce podcast Demain vous appartient un dirigeant vraiment engagé. Julien Tchernia, bonjour. Bonjour. Alors Julien, la première question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que ton caractère engagé fait partie de ton ADN ? Est-ce que c'est quelque chose qui a toujours été en toi, qui a guidé ton parcours, ou est-ce que c'est quelque chose qui est venu au fil du temps, avec les expériences professionnelles ? Engagé, je sais même pas si je suis engagé, je fais ce que j'aime faire. L'engagement pour la lutte contre le réchauffement climatique, lui, il est venu petit à petit. Historiquement, je le suis pas trop. Qu'est-ce que j'ai fait ? Si, j'ai fait les grèves de Devaquet, tu vois, en 86, non, 88, je sais plus. Mais sinon, jamais. Et puis, petit à petit, j'ai simplement pris conscience qu'il y avait un problème de réchauffement climatique. Et donc, j'ai eu un besoin de participer et d'action. Et l'engagement vient de là. C'est venu petit à petit au fil du temps. Voilà, non, exactement. D'accord. Et est-ce que tu peux nous raconter comment t'es venue l'idée de créer Équateur et en quoi consiste l'offre pour nos auditeurs ? Alors, l'idée de créer Équateur, elle est venue de la rencontre, comme tu l'as dit, avec Jonathan Martelly. En fait, donc... Tu couperas ça ? Oui, on coupera. En fait, j'ai arrêté de travailler en 2007, où j'avais un beau métier de consultant avec beaucoup d'argent et des week-ends en avion partout pour voir mes amis, pour me lancer dans un master en énergie avec l'ambition de créer une société dans l'énergie renouvelable. Je suis sorti du master en 2008, c'était la crise financière, donc à partir de là, tout a été plus compliqué. Et je n'ai réussi à rentrer dans le secteur de l'énergie qu'en 2013. Et j'y suis rentré par la porte de la fourniture. Donc, il y a des gens qui produisent, qui s'occupent de l'offre, et des gens qui s'occupent de la demande, donc qui vendent, ce sont les fournisseurs. Et donc, chez l'Empiris, j'ai recruté Jonathan Martelly, et ensemble, on s'est dit, on peut le faire nous aussi, et on a une vision qui est différente. D'autant plus que l'Empiris, c'est ce qui est arrivé après, mais a été racheté par Total. Donc nous, on a créé notre société parce qu'on avait envie de le faire et parce qu'on savait le faire. Et qu'est-ce que vous proposez alors ? Donc nous, ce qu'on vend, c'est de l'énergie renouvelable sur toutes ses formes. Donc on va vendre classiquement de l'électricité renouvelable, du biométhane, du bois. Donc ça, c'est ce que vous allez avoir chez vous en concurrence de votre fournisseur actuel, souvent EDF ou Engie. Et puis, on va rajouter tout un nombre de services qui sont pour nous aussi de l'énergie renouvelable. Si je vous vends un panneau solaire, c'est une autre manière de vous vendre de l'énergie renouvelable. Si je vous fais faire des économies d'énergie, c'est une énergie renouvelable. C'est même la plus renouvelable de toutes les énergies. Et donc, tout l'esprit, c'est au-delà de la fourniture d'énergie classique, vous aider à compléter votre gamme, on va dire, de capacité de fourniture d'énergie par des réductions de consommation, des changements d'habitude et des panneaux solaires ou autres. Et ça s'adresse aussi bien aux particuliers qu'aux entreprises ? Oui, Équateur a démarré en visant les particuliers. Et donc, aujourd'hui, c'est encore notre marché principal. Et puis, la crise de l'énergie l'an dernier, qui continue encore malheureusement cette année, en 2022, a fait aussi un gros changement chez nous, où on a eu beaucoup de professionnels qui sont venus chez nous, puisque malheureusement, un certain nombre de fournisseurs ont fermé. Et donc, nous, on a proposé des offres. Et on a gagné beaucoup de clients professionnels, ce qui fait qu'aujourd'hui, on va dire, on est à 40% pour les pros et 60% pour les particuliers. D'accord.
Et comment est-ce que vous pouvez garantir à vos clients que les énergies proposées sont 100% renouvelables? Alors, c'est une question qui est posée par tous nos clients et qui est très, très intéressante. Physiquement, rien ne change quand vous achetez votre électricité ou votre biométhane chez Équateur. Rien ne change. Donc, l'électron va rester le même, la molécule va rester le même. Donc, dans les faits, c'est pas de l'énergie renouvelable qui arrive, ou c'est peut-être de l'énergie renouvelable, ou c'est peut-être de l'énergie produite par une centrale nucléaire, ou peut-être même par une centrale charbon polonaise. Ça, on le saura jamais. Donc, tout est mélangé sur le réseau. Donc, ce que nous, on va garantir, c'est la traçabilité financière. Puisque notre métier, c'est commerçant, on va acheter de l'énergie en gros et on va la revendre au détail. Et ce dont on va s'assurer, c'est qu'on va acheter auprès de producteurs renouvelables. Et pour ça, il y a des certificats de traçabilité, un peu comme on va trouver dans l'alimentaire, qui sont mis en place par l'Europe, qui s'appellent les garanties d'origine. Et tous les ans, on va nous demander de montrer les certificats de traçabilité, c'est-à-dire les garanties d'origine qu'on a obtenues en achetant auprès de producteurs renouvelables. Et donc, finalement, ce qu'on garantit aujourd'hui, c'est que sur l'année, on a acheté autant d'énergie renouvelable que nos clients n'en ont consommé. D'accord. Et ces garanties fonctionnent pour tous les types d'énergie. Donc, ça marche pour le biométhane et pour l'électricité D'accord. renouvelable. D'accord. Et est-ce que tu peux nous parler un peu du business model? Alors, le business model, c'est un business model de commerçant. Donc, comme je t'ai dit, nous, on veut sauver le monde modestement. Et donc, on pense que tout n'est qu'énergie. Donc, on a dit, pour sauver le monde, on va commencer par l'énergie. Et là, soit tu es producteur, soit tu es fournisseur. Donc, le fournisseur travaille sur la demande. Donc, ça veut dire qu'on veut donner envie aux gens d'acheter de l'énergie renouvelable. Et ça veut dire qu'on va en acheter pour en revendre. Donc, c'est un business model de commerçant, que ce soit de l'électricité ou des panneaux solaires ou des thermostats intelligents ou même on va se lancer dans la mobilité électrique. Tout ça, c'est un business model de commerçant. J'achète quelque chose, j'achète différents produits en fait et j'en fais un ensemble cohérent que je vais vendre au client pour que lui, il ait un gain personnel. Et juste pour dire un mot sur les panneaux solaires, là aussi, vous les proposez aussi bien aux particuliers qu'aux entreprises? Oui, on a même une gamme de panneaux solaires très étendue pour les particuliers. D'accord. Parce qu'on a des tout petits panneaux que n'importe qui peut acheter, qui se montent tout seul et qui se branchent dans une prise, pas besoin d'un électricien, ça coûte 600 €. Vous les montez en un quart d'heure, vous les posez dans votre jardin et vous les branchez. Et ça y est, vous êtes producteur solaire. Puisque c'est toujours une démarche assez difficile de mettre des panneaux sur son toit. Oui. Il y a des travaux, ça coûte cher, c'est c'est pour ça que angoissant. voilà, c'est pour ça que je te posais la question. Et donc, on s'est dit, on va démarrer un cran plus bas pour finalement habituer les gens à produire eux-mêmes leur énergie. Un peu comme il y a des gens qui achètent des machines à pain, et ben, ils peuvent acheter pour pas cher, moins cher qu'un iPhone, un petit panneau solaire à mettre dans leur jardin. Et puis derrière, oui, on va faire toutes les tailles de panneaux. Et tu vois qu'il y a une vraie demande du coup des particuliers? Alors les petits panneaux, ça marche très bien, Ouais. surtout quand il fait beau, évidemment. C'est assez rigolo parce qu'on retrouve, bien qu'on est derrière nos valeurs et notre engagement, on retrouve des habitudes commerciales qu'on va retrouver dans n'importe quel secteur. Et donc quand il fait chaud, les gens y pensent et ils viennent acheter les panneaux. Ça marche. Les petits panneaux, c'est notre produit phare aujourd'hui. Oui. D'accord. Alors, on va passer à une question suivante un peu plus large, sur le marché énergétique français. Ça fait 16 ans, depuis 2007, que ce marché n'est plus sous monopole. Mais encore aujourd'hui, une grande majorité de Français choisissent des offres d'énergie non renouvelables, comme celle issue du nucléaire. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous menez des actions pour convaincre les particuliers et les entreprises de se tourner vers les énergies renouvelables? Alors nous, bien sûr, puisque c'est notre métier. Donc on est comme un commerçant, il faut donner envie aux gens d'acheter chez nous. La première idée qu'on peut avoir quand on veut vendre un produit, c'est de se dire je vais donner envie avec le prix. Il y a deux problématiques dans mon secteur par rapport à ça. C'est que, la chaîne de l'énergie est très contrainte, donc on ne peut pas faire une vraie différence sur le prix. Et tous les fournisseurs qui ont essayé, il y a eu même des sociétés de grande distribution comme Leclerc, comme Cdiscount qui ont essayé de faire du prix pas cher. Ils ont fini par fermer parce qu'il n'y a pas de compétition possible facilement sur le prix. Et donc, il faut donner envie sur autre chose. Et finalement, c'est là où on réfléchit. Est-ce qu'on achète quelque chose parce que c'est pas cher, de manière générale? Non. On achète quelque chose parce qu'on en a envie. Et ensuite, si le prix nous paraît correct, on passe à l'acte. Mais il faut d'abord donner envie. Et donc, nous, on vend quelque chose qui est aussi difficile que ce que toi, tu vends dans ta boîte de conseil. On vend quelque chose de complètement immatériel qu'on ne peut pas vraiment juger avant. Les gens, ils se disent l'électricité, ça va être pareil, mais bon, à la fin, est-ce que ça va aussi bien marcher? Donc, je rassure, ça va aussi bien marcher. Il n'y a pas de doute, c'est garanti par l'État, ça. Et puis, comment est-ce que je peux être sûr que c'est vraiment renouvelable? La question que tu as posée juste avant. Et donc, ce qui va donner envie
d'après nous, ce sont les valeurs et le ton. Mais les valeurs élargies. On n'est pas là pour être militant, on est là pour donner envie à tout le monde de changer de manière de consommer. Donc, on évite d'être très militant et de s'adresser à une niche, et on va s'ouvrir sur tous les secteurs et convaincre ces gens-là qu'eux aussi peuvent faire leur part facilement et qu'ils y trouveront un intérêt moyen terme et long terme pour la planète et court terme pour eux. Et pour les convaincre, vous menez des actions de communication? Ah ben bien sûr, donc Ouais. on a un budget communication, on a un budget publicité. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que, alors tu en parles après, je crois, puisqu'on vient de faire une levée de fonds, mais avant on avait un budget qui était très réduit par rapport à nos concurrents. On avait des budgets qui étaient inférieurs à 1 million d'euros par an, là où vous imaginez bien que Total et ni EDF, on est plutôt Ouais. à 30 millions, 30 millions, voire plus d'euros par an. Mm. Et donc, ce qui va pour nous être le cœur, c'est la sincérité de nos actions et les valeurs qu'il y a derrière. Et c'est ça qui donne envie, en fait. Oui. Et puis les clients sont vraiment en attente, plus que jamais, de valeur. Et est-ce qu'à terme, le volume d'énergie renouvelable sera suffisant pour répondre à la demande? Alors, le volume d'énergie renouvelable, c'est marrant parce que j'ai eu la même question d'un ami récemment. Mais est-ce qu'on reçoit assez de soleil sur la France? Ouais. On reçoit sur la Terre en 1 heure la consommation d'énergie de l'ensemble de la planète en 1 an. De D'accord. l'ensemble de l'humanité, Ça pardon, donne en une 1 bonne an. idée. Donc, il y a de la marge. Voilà. Donc, en France, en plus, on est plutôt bien doté en solaire. Oui, il y a largement la place. Il y a même une étude du CEA qui disait que, idéalement, il suffirait de couvrir toutes les façades sud des toitures françaises pour couvrir les besoins énergétiques français. Cela dit, la techno de stockage déjà n'existe pas. Donc, le solaire, ça fonctionne que quand il y a du soleil. Et puis, il y a plus de soleil à certaines périodes de l'année. Donc, la solution technologique qui se basera tout sur le solaire ou sur l'éolien n'est pas encore là, puisque c'est un ensemble de briques et que la brique stockage, elle progresse, mais elle n'est pas encore à maturité. Par contre, il y a assez, il n'y a pas de doute, il y a assez. Une question sur la crise énergétique, tu en parlais tout à l'heure. Depuis la guerre en Ukraine, les questionnements se multiplient quant à l'indépendance énergétique de la France et plus globalement de l'Europe, d'ailleurs. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que pour toi, il existe des solutions? Et si oui, quelles sont-elles? Donc, il existe à moyen terme des solutions. Tu as 2 problématiques, une problématique gaz et une problématique électricité, donc énergie primaire, énergie finale. En gaz, la première solution, pour moi, elle est dans le biométhane. On fait beaucoup d'actions chez Équateur dans le biométhane. Et par exemple, depuis le 24 février, on ne vend plus que du biométhane chez Équateur. Avant, on vendait aussi du gaz naturel classique avec seulement un peu de biométhane parce que c'est beaucoup moins cher et qu'on voulait quand même donner envie aux gens de venir, même s'ils n'avaient pas les moyens. Comme on n'était plus capable de sourcer du gaz non russe quand il y a eu l'attaque de Poutine, on a décidé d'arrêter de vendre une offre différente que celle du biométhane. Ce qui est d'ailleurs assez intéressant, c'est que les ventes ont continué aussi fort qu'avant. Donc ça, c'était très rassurant par rapport à l'envie des Français. Et donc le gisement de biométhane en France, c'est quelque chose qui peut couvrir la consommation de tous les particuliers. Le biométhane, je rappelle, on va prendre des déchets déchets agricoles. J'allais te demander de faire un petit rappel, effectivement, pour nos auditeurs. Voilà, donc des déchets agricoles ou des déchets ménagers qu'on va mettre dans des grands hangars, c'est des digestats, et en se décomposant, ils vont dégager du méthane qu'on va récupérer. Donc c'est complètement, 1, renouvelable, 2, circulaire et 3, local. Donc ça a tous les avantages. C'est quelque chose qui se développe, qui a été un peu freiné en France récemment par un changement de législation début 2020, et on milite beaucoup pour revenir à un environnement réglementaire qui donne envie de créer des nouveaux projets. On travaille là souvent conjointement avec GRDF, par exemple, qui est très motivé là-dessus. Donc là, on crée une indépendance énergétique sur une énergie primaire, le gaz naturel, sachant que la France a le plus gros gisement de biométhane en Europe parce qu'on est une société assez agricole. Et puis, deuxièmement, c'est l'électricité. Alors, on parle beaucoup d'indépendance avec l'industrie nucléaire. Donc, l'indépendance avec l'industrie nucléaire est relative. Il ne faut pas oublier, l'uranium, on n'en produit pas en France. Donc, même s'il ne faut pas beaucoup d'uranium enrichi pour faire tourner une centrale, il faut de l'uranium de manière générale. Et puis, on voit aussi qu'il y a encore des liens avec la Russie. On a vu quelques sorties là-dessus. Donc, le nucléaire est plus indépendant que le gaz ou le pétrole, mais ne l'est pas complètement. Et puis, surtout, on assiste avec tristesse à
un appareil industriel qui a l'air de marcher beaucoup, beaucoup, beaucoup moins bien que ce qu'il devrait. Enfin, non, qui marche beaucoup moins bien que ce qu'il devrait. Alors, EDF dit que c'est la faute des politiques. Les politiques disent que c'est la faute d'EDF. Moi, je vois un industriel qui a un outil de production qui ne produit plus. Je pense que le patron pourrait se dire, bah, tiens, c'est un peu ma faute quand même. Hein. Tu es entrepreneuse, moi aussi. On peut continuer à dire que c'est la loi qui m'a emmerdé, mais il y a un moment, c'est ta boîte, quoi. Et elle tourne, c'est à toi de t'adapter. Donc, et en plus, c'est un système de production qui est très centralisé. Chez Équateur, nous, on est des chantres de la décentralisation. Et donc, on voit que quand il y a un problème, il est très vite systémique. Donc, on va avoir un problème de soudure quelque part, et finalement, on va le retrouver sur beaucoup, beaucoup d'autres centrales, puisque c'est un modèle unique. Et donc, il y a beaucoup on va dire, d'effets dominos. Et donc, je pense que la solidité énergétique et l'indépendance énergétique se fera par le renouvelable. Parce qu'une fois que vous avez un panneau, une éolienne ou un barrage sur votre sol, bon, ben, ils sont là. On ne peut pas vous les enlever. Que souvent, ils produisent peu, mais de manière très délocalisée. Donc, on ne va pas pouvoir vous détruire votre moyen de production, un peu comme les Russes font avec les Ukrainiens en visant les quelques centrales nucléaires. Donc, c'est un système qui est beaucoup plus résilient. Évidemment, il est plus compliqué à gérer, parce qu'au lieu d'avoir quelques grands sites de production qu'on va adapter en fonction de la demande, il faut adapter la demande, la production à beaucoup d'échelles. Donc, il y a un aspect réseau qui est beaucoup plus complexe que ce qu'on a aujourd'hui. Et donc, là aussi, il y a un travail à faire. Et Enedis, GRDF travaille là-dessus. Par contre, c'est un système qui, à terme, est beaucoup plus résilient. Et je rajouterais même que toutes les centrales thermiques, charbon, nucléaire, fonctionnent avec de l'eau, ont besoin d'être refroidis avec de l'eau. Et donc, et les barrages aussi, d'ailleurs, fonctionnent avec de l'eau, tout simplement. Et donc, les épisodes de sécheresse rendent encore plus vulnérable un système de production basé là-dessus. Cet été, on a eu en France des pics de prix de l'énergie jamais vus, jamais atteints. En 2022, le coût de l'énergie en France était deux fois supérieur à celui du reste de l'Europe. Hein. C'est nous qui avons l'énergie la plus chère. Ça fait longtemps. Là, c'était flagrant. Et un des problèmes qu'il y a eu fin août, c'était le manque d'eau, qui a fait peser, en plus des problèmes de maintenance et des centrales nucléaires, le manque de stock d'eau dans les barrages et la peur de devoir aussi ralentir la production des centrales nucléaires parce qu'il n'y aurait pas eu assez d'eau pour les refroidir. Donc tout ça est très lié et nous rend finalement assez fragiles. Et est-ce que toi, tu constates du coup un impact sur ton activité ? Je constate un impact énorme sur mon activité qui est d'abord sur mes clients. Le quantifier ? Oui, je peux le quantifier. J'ai des clients qui ont eu leurs factures qui ont été multipliées par 7. Alors sur un mois, à un moment d'hiver, mais c'est quand même très très choquant pour ces clients-là. Même si après on peut expliquer, on peut démonter. Quand on voit aussi des professionnels qui viennent chez nous, qui avant payaient 50 000 euros par an et qui d'un coup se retrouvent avec 5 devis, tous autour de 500 000 euros par an, d'un point de vue purement business, c'est quand même le jour et la nuit. Et donc ça a été... Alors l'apogée, ça a été le mois d'août et le mois de septembre. Concrètement, ça a fait que notre métier était très difficile parce qu'il fallait gérer ces hauts et ces bas. Et malheureusement, une dizaine de mes confrères ont dû fermer, puisqu'on est sur un métier de commerçant, donc on fait très très peu de marge. Équateur, par exemple, va être cette année à l'équilibre pour la première fois, donc déjà en 7 ans, et on parle de 1% de marge nette. Donc on est sur des taux de marge qui sont très très faibles, et on subit ces variations de l'énergie. Si on s'est trompé dans l'achat d'énergie, ça va nous coûter très cher. Et nos clients les subissent, et donc nous aussi par ricochet. Donc effectivement, c'est une période qui est difficile pour notre métier. Alors, on va passer à un autre sujet. Comme je le disais en introduction, Équateur est une entreprise à mission et a inscrit sa raison d'être au cœur de ses statuts. Sa raison d'être, c'est faciliter la transition énergétique. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix de devenir une entreprise à mission ? Est-ce que c'était un choix naturel ? Est-ce que ça a vraiment changé quelque chose pour l'entreprise finalement ? Alors, c'était un choix naturel. C'était plus une protection parce que ça n'a rien changé. En fait, on est une entreprise à mission depuis qu'on s'est créé, puisqu'on l'a créé avec Jonathan pour ça. 2021, c'est le moment où on a voulu s'introduire en bourse. Et donc, on s'est dit, on va avoir des nouveaux actionnaires qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas, qui vont peut-être avoir une vision, une stratégie, une ambition pour Équateur qui n'est pas la nôtre.
alors qu'à ce moment-là, on avait des fonds d'investissement avec qui on était alignés. Et donc, on va graver dans le marbre le fait qu'on est une entreprise à mission. Ouais. Et donc, on va le mettre dans les statuts. C'était une protection contre des potentielles volontés de futurs investisseurs de changer l'esprit de la boîte. Ouais, ça garantit son identité, quoi. Et c'est quelque chose que vous avez fait avec les salariés. Comment est-ce que ça s'est mis en place? Vous avez associé des parties prenantes. Enfin, ça s'est fait d'une manière un peu, on va dire, concertée, ou finalement c'était tellement évident l'objet C'était que... tellement évident. Enfin, ça s'est fait de manière concertée. Oui, je pense qu'on a une réunion tous les mois avec tous les managers. Et je pense qu'on en a parlé, on s'est mis d'accord en 5 minutes. C'est assez rigolo parce que par rapport aux autres entreprises pour lesquelles j'ai travaillé avant, où la question s'était posée, il y a eu des débats pendant des demi-journées ou des journées entières sur chaque virgule, chaque mot. Est-ce que c'est ci, est-ce que c'est ça? Ouais, Nous, c'est pour ça que je te demande, parce qu'effectivement, je sais qu'il y a des entreprises, alors souvent c'est les grandes entreprises, hein, mais où ça peut prendre un temps fou, parce qu'ils associent toutes les parties prenantes, hein, ce qui est une très bonne chose, mais disons que voilà, ça peut prendre plusieurs mois, parfois plusieurs années. nous, on était plus petits, on s'est créé là-dessus, donc ça a été une évidence. Depuis le début, c'était ça, et donc c'est ça. D'accord. Et en parallèle de ça, vous avez réalisé un bilan carbone pour comptabiliser les émissions de gaz à effet de serre que génèrent vos activités. Ce bilan carbone, j'imagine qu'il vous sert à mettre en œuvre des actions pour réduire vos émissions. Oui, tout à fait. Alors en fait, on l'a fait a posteriori. Donc depuis le début, on met en place des actions pour réduire nos émissions. Même chaque employé met en place ses actions et convainc tout le monde de le faire. Ça va du recyclage à tous les niveaux, jusqu'au marc de café même qu'on va recycler, au Green IT. Donc c'est beaucoup de la tech notre métier. Et donc le Green IT est très important dans la manière de développer. Ça va être aussi sur les politiques vélo, etc. Et on est arrivé à un niveau même où on n'avait plus d'idées supplémentaires puissantes pour impacter notre bilan carbone. Et donc là, on a une grande nouveauté cette année, c'est le budget carbone. Tous mes managers ont un budget pour gérer leur département. Et puis, ils ont une partie de leur prime qui dépend de cet objectif-là, donc normal. Et là, on a rajouté un budget carbone. C'est-à-dire qu'on va voir combien tu consommais par employé de carbone dans ton activité. Alors évidemment, chaque département a une consommation un peu différente. Il y a des départements qui doivent bouger partout et tout. Et tu dois l'améliorer tous les ans. Donc pour l'instant, c'est surtout sur le transport. Mais l'idée, c'est de se dire, quand la responsable marketing choisit de mettre de la pub sur Google ou sur Bing, aujourd'hui, elle le fait sur un concept de prix et sur un concept de reach et de retour sur investissement. Il faut qu'elle rajoute dans son équation le bilan carbone de Google par rapport au bilan carbone de Bing, et pouvoir ainsi faire un choix éclairé qui va non seulement maximiser ses ventes et son budget, et aussi son budget carbone. Voilà, donc ça c'est l'ambition. Cette année, c'est que sur les transports. D'accord, mais c'est intéressant. Du coup, c'est complètement intégré dans la stratégie de l'entreprise. Et comment, j'ai une question très concrète, hein, mais comment est-ce que vous mesurez ces évolutions d'une année sur l'autre? Et comment est-ce que chaque manager mesure les conséquences de ses actes, on va dire? Alors, d'un point de vue entreprise, on fait un bilan carbone, et donc il y a une personne qui s'appelle Rémi, bonjour Rémi, qui fait la mesure de l'impact carbone pour la société. Et là, donc, c'est Rémi qui a mis en place le budget carbone dont je te parle. Donc, chacun va aujourd'hui, dans un outil, remplir ses trajets, puisque cette année, c'est sur le transport. Combien de kilomètres? Est-ce que tu as pris le train, l'avion, la voiture? Et puis, on fait la somme, tout simplement. Alors, on accorde une valeur différente aux différents moyens de transport, hein, et puis on calcule l'impact carbone de chacun sur ces transports. Donc là, c'est les transports, et ensuite, ça va s'étendre à d'autres Ensuite, ça va s'étendre. La difficulté, c'est qu'on n'a pas le bilan carbone de Google par rapport à celui de Bing. C'est pour ça, voilà. c'est pour ça que je te Donc, tant demande qu'on ne ça. l'a pas, pour l'instant, on commence avec le transport parce que c'est le plus simple. Et ensuite, il va falloir qu'on fasse des choix justement pour aller plus loin, et pour aider à choisir le sous-traitant qui a aussi une attitude qui va dans le sens de la mission de l'entreprise. Ouais. Et les salariés, ils jouent le jeu, les managers jouent le jeu. J'imagine que s'ils travaillent chez vous, c'est qu'ils sont convaincus. Bien sûr, c'est plus qu'ils jouent le jeu, c'est que si on ne faisait pas ça, ils ne comprendraient pas. Ouais. C'est qu'on est très souvent, même nous dirigeants, Jonathan et moi, questionnés sur les valeurs. Et c'est très positif. Et la plupart des idées viennent des gens qui sont recrutés. Beaucoup de gens viennent pour les valeurs, et donc s'attendent à quelque chose. Et donc, quand ils ne le voient pas, s'ils viennent nous voir en râlant, nous, on leur dit tout simplement, attends, t'es chez Équateur, donc tu râles pas, tu fais. Et donc, tu trouves que c'est pas bien, mais tu as raison, fais, propose, améliore.
Et donc, tu vois, comme ça, il y a la fresque sur le climat qui est Ouais. organisée tous les trimestres, les gens participent, il y a des formations qui sont créées, il y a les apéros de l'écolo. Parce que les gens qui viennent ne sont pas tous hyper compétents en énergie. Tu vois, si tu es développeur Mmh. informatique, c'est pas ton métier, l'énergie. Et on va créer les apéros de l'écolo avec des quiz et des cacahuètes et à boire pour que les gens s'auto-forment finalement sur le secteur et comprennent les impacts de chacune de nos actions au quotidien. Et donc, je rebondis sur cette question des salariés et de l'emploi, mais vous n'avez pas de difficulté à recruter? Parce qu'on sait que les entreprises en ce moment ont beaucoup de mal à garder les talents, à recruter les talents, parce que justement, il y a cette question de valeur, hein, qui est devenue centrale pour la jeune génération, mais pas uniquement. Ça se passe comment chez vous? Alors, bon, si, moi je trouve qu'on a des difficultés à recruter comme tout le Ouais. monde. Un marché de l'emploi qui est tendu, il y a un marché de l'emploi qui est tendu. On n'est pas la seule société avec des valeurs et tout le monde ne cherche pas encore des valeurs au moment du recrutement. Donc ça dépend des postes. Tu as des postes qui sont, par exemple, chef de projet innovation. Les gens qui font ce métier-là viennent chez nous pour les valeurs et donc on retrouve beaucoup, beaucoup de candidats. Par contre, sur les métiers tech, pure tech, développement informatique, certaines personnes sont là juste pour la techno, n'ont aucune Mmh. conscience énergétique, changement climatique. Et donc, eux, on va être en compétition avec les autres. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'une fois qu'ils viennent chez nous, c'est 1 an ou 2 ans après, ils deviennent complètement conscients du changement climatique et même certains s'angoissent parce qu'ils se rendent compte de ce qui Mmh. pourrait arriver. Là, ils prennent Et conscience. donc, on a mis en place des formations pour enlever l'angoisse D'accord. de ces salariés-là. Le marché reste difficile et je pense que pour certains postes, c'est beaucoup plus facile parce qu'on a des valeurs. Euh, mais ce n'est pas le seul élément. Startup, c'est aussi quand même quelque chose, la liberté que les gens ont chez nous, l'autonomie, la responsabilisation, c'est aussi des valeurs qui sont très importantes. Et du coup, le sujet du bien-être des salariés, dont on entend beaucoup parler en ce moment, c'est une chose à laquelle tu es attentif. Donc, on est très attentif à ça et aujourd'hui, on mesure ça avec, par exemple, Happy at Work, où on fait cette analyse tous les ans et on a des très bonnes notes. Mais on n'a pas changé pour avoir des bonnes notes avec Happy at Work. On a fait quelque chose et ça nous donne des bonnes notes. Et ce qu'il faut, c'est être très attentif parce que plus on grandit, plus les relations évoluent dans l'entreprise et donc on peut vite perdre pied. Le, Happy at Work, juste, je précise pour nos auditeurs qui ne connaissent pas forcément, c'est un label et vous l'avez obtenu fin 2021. c'est ça. Et c'est surtout pour nous, au-delà du label, c'est que ça mesure. Mm. Et que donc ça nous permet de savoir ce qui va, ce qui ne va pas. Le plus important pour moi, c'est la culture. Et donc, il y a une bienveillance chez Équateur, déjà parce qu'il n'y a pas de It's not my job. Donc ça, c'est interdit chez nous. Que tout le monde peut prendre des initiatives, que tout le monde est responsabilisé. On ne prend personne pour un enfant. On a des adultes avec nous. Donc le but pour que les gens soient bien au travail, à mon avis, c'est pas d'empiler des cadeaux en disant tu vas avoir des chèques cadeaux, des chèques voyage, des chèques machin, etc. Mm. etc. C'est déjà que les gens soient bien parce que c'est agréable de venir travailler et que ce qu'ils font sert et qu'ils savent quelle est leur utilité dans l'ensemble. Et donc ça, c'est la première chose. Et évidemment, en grandissant, nous, c'est le challenge maintenant. On était 2, on est plus de 100 maintenant. Et donc, on a commencé quelque chose aussi en janvier. Là, tous les trimestres, on fait une étude interne en demandant aux gens ce qu'ils pensent et leurs idées. Et on s'engage à faire une action par trimestre par rapport à ça. Parce que si tu fais que l'étude, au bout d'un moment, les gens se lassent. Mais il faut aussi que les gens se disent, tiens, on a fait l'étude et on a vu quelque chose. Et donc maintenant, je sais pas, il faut plus de moments festifs. Ah bah tiens, on va faire une grosse soirée, quoi. Mm. D'accord, c'est très clair. On va parler de la levée de fonds dont tu nous parlais tout à l'heure en mai 2022. Donc tout récemment, Équateur a réalisé une levée de fonds de 30 millions d'euros. Est-ce que tu peux nous dire à quoi va servir cette levée de fonds? Est-ce que vous envisagez de développer de nouveaux services en faveur de la transition énergétique? Ça va exactement servir à ça, développer des nouveaux services. On est très très content de cette levée de fonds. C'est une très bonne nouvelle, surtout au milieu de la crise de l'énergie dont tu as parlé juste avant. Le fonds qui a investi évidemment pour nous pousser à continuer à croître, enfin nous aider à continuer à croître, et pour développer des services, principalement tout ce qui est solaire, donc décentralisé. Nous, on ne veut pas devenir producteur, mais aider tous nos clients, particuliers comme professionnels, à devenir producteurs. Et puis la mobilité électrique, qui est aussi quelque chose sur lequel on a
un travail à faire, c'est-à-dire aider nos clients à changer de mobilité, à faire le choix. Est-ce que je dois jeter ma vieille voiture tout de suite et passer à l'électrique ou pas? Déjà, il y a une question bilan carbone là-dessus. Et quel est le meilleur véhicule pour moi? Et est-ce que c'est un vélo? Est-ce que c'est une trottinette? Est-ce que c'est une voiture? Et pouvoir la recharger, pouvoir avoir une offre spéciale là-dessus, pouvoir même recharger sa voiture n'importe où en France avec l'énergie Équateur, donc payer directement sur sa facture d'électricité et pas en cash. Enfin, on a un certain nombre d'idées comme ça qu'on veut mettre en place. Ouais. Et concrètement, tu peux nous en dire un peu plus sur cette mobilité, comment ça va se passer, comment vous allez aider les gens à faire le bon choix? Donc concrètement, on a déjà une offre énergie spéciale mobilité électrique qui sort au printemps. On est en train de finaliser le choix d'un partenaire pour l'installation de bornes électriques, de bornes de recharge. D'accord. Et donc nous, la vision, c'est en simplifiant l'accès à la mobilité électrique que les clients vont passer le cap. On s'angoisse toujours de est-ce que je vais pouvoir recharger ma voiture pendant la nuit? Où est-ce que je vais aller? Comment? Et donc, c'est en fournissant une somme de services qu'on doit rassurer les personnes sur les freins qui aujourd'hui leur empêchent de quitter le thermique, en fait. Mhm. Et donc, c'est ça, c'est la mise en place de l'ensemble du service. Recharge, vente d'énergie n'importe où, offre spéciale, et puis conseil sur l'achat de véhicules. Alors, une question sur le local, hein. On sait que 10% de l'énergie que l'on consomme est perdue lors de son acheminement dans les réseaux. Chez Équateur, vous proposez à vos clients d'opter pour de l'énergie issue de petites centrales locales. Selon toi, est-ce que c'est une solution et est-ce qu'il y a vraiment une demande pour ce type d'offre? Ah, c'est une question intéressante, ça. Je ne pense pas que ce soit une solution. Les pertes dont tu parles, qui sont des pertes réseau, que moi-même j'estime supérieures à Ah, c'est 10%, le hein. chiffre que j'ai trouvé. Mais D'accord. voilà, ça peut aller jusqu'à 15. Ce sont des Ouais. pertes thermiques, tout simplement, parce que quand on transfère de l'électricité sur un câble, il chauffe un peu. D'ailleurs, pour l'anecdote, quand vous voyez des lignes à haute tension très très basses, des fois elles sont très très basses, Ouais. je ne sais pas si tu as vu ça, Mm. c'est qu'il y a beaucoup de courant qui passe, donc elles chauffent, donc elles se dilatent. Et donc là, on D'accord. imagine bien que si elles chauffent, c'est qu'on perd de l'énergie. Et ça, c'est le gros défaut de l'électricité. C'est que c'est difficile de la transporter. Et sinon, d'ailleurs, on pourrait mettre des panneaux solaires au Sahara, mettre des grandes lignes jusqu'à Paris et être tranquille et s'alimenter en direct. Donc ça ne disparaîtra pas. Donc effectivement, si on est plus près, tu as un peu moins de pertes, mais ça reste des lignes basse tension. Donc il y a d'autres effets qui compensent ça. Non, la force de la décentralisation, c'est la résilience et c'est l'acceptation aussi. C'est surtout ça qu'on voit. Aujourd'hui, un certain nombre de personnes sont contre l'installation de centrales renouvelables dans leur village ou dans leur paysage. Euh, Aussi parce qu'ils n'en bénéficient pas. Je ne sais pas si tu as fait attention, mais il y a une région de France qui a accepté que son paysage soit complètement détruit, qu'il y ait du bruit là où il n'y en avait pas, que les oiseaux meurent plus que d'habitude, et sans aucun problème, et même avec joie. C'est les Alpes, hein, dans les stations de ski. C'est pas très joli un téléski, c'est pas très joli un télésiège. Ça tue les oiseaux, ça fait du bruit, ça pue, ça amène... mais ils ont des retombées économiques très fortes. Et donc, si on arrive à faire la même chose avec le parc renouvelable, et bien là, tu vas avoir une acceptation différente. Si c'est pas juste j'ai changé le toit de l'école, mais chacun profite d'une énergie moins chère juste à côté, je vais accepter l'externalité négative d'avoir une éolienne sur la vue. Et c'est ça qu'on cherche en créant le lien local. Et oui, les clients aiment bien. Donc nous, c'est une offre qui est un peu plus chère parce que ce sont des petites centrales de production. Et sur le parcours de souscription sur le web, 30% des gens font ce choix-là. D'accord, ouais, c'est assez important. Et vous proposez aussi à vos clients de produire leur propre énergie renouvelable. Est-ce que tu peux nous expliquer Oui, c'est ce que je te disais. Donc, si je vois un panneau solaire, il produit sa propre énergie Ouais. renouvelable. Ça, c'est le truc le plus Oui, le évident plus à classique. comprendre. Et pour nous, en fait, c'est vendre de l'électricité. En fait, si je te vends un panneau solaire, je t'ai vendu de l'électricité pour 20 ans que tu as payé tout de suite. Voilà. Et en dehors des panneaux solaires? Et en dehors des panneaux solaires, on n'a pas encore de solution individuelle pour des petites éoliennes. Ça existe, mais ça ne marche pas. Enfin, en tous les cas, ce qu'on a testé, donc on n'en veut pas. Et l'hydraulique, c'est plus compliqué parce qu'il faut évidemment une rivière.
Par contre, tu as tout ce qui est réduction de consommation d'énergie, qui pour moi est une forme de production, et qui sont des thermostats intelligents. On offre chez Équateur à tous les clients qui se chauffent en électrique un thermostat intelligent qu'un électricien va venir installer chez vous, qui fait deux choses. Il vous permet de contrôler votre chauffage et donc de baisser votre consommation. Ça, c'est quand même très important. On a en gros entre 15 et 30% d'économie suivant quels étaient les usages avant. Et en plus, c'est un système intelligent qui va couper pendant quelques minutes votre radiateur ou votre chauffe-eau quand il y a des pics de demande en France, qui est le moment où on est obligé d'allumer les centrales gaz, les centrales charbon, etc. Finalement, vous, que votre chauffage s'allume maintenant ou dans 5 minutes, ça ne vous change pas grand-chose. Et donc, le système va automatiquement couper ces équipements électriques non essentiels pour aider la France à passer les pointes de charge. D'accord. Alors, on va passer au pan social de la RSE. On a beaucoup parlé d'environnement, d'énergie. Et c'est pour ça qu'on est là. Mais je voudrais qu'on dise un petit mot de l'engagement social des entreprises. Nous, on conseille souvent à nos clients de mettre en place des mesures en faveur du bien-être des salariés, des actions pour mener des combats de société. Est-ce que vous, chez Équateur, vous avez des engagements sociétaux, des partenariats avec des associations, des combats indépendamment, évidemment, du combat énergétique qui est le tien, mais des combats que vous menez et qui vous tiennent à cœur? Oui, je ne peux pas ne pas parler quand même des associations énergétiques. Donc, on travaille bien avec sûr. le GRS, on travaille avec Jour de la Terre. On estime que c'est notre travail complet de s'intégrer avec le milieu associatif du secteur qu'on défend. Et puis, on travaille aussi avec d'autres associations. On a travaillé avec l'Abbé Pierre au moment du Covid pour aider les gens qui étaient le plus en difficulté. Et on a travaillé, et aujourd'hui, on travaille toujours avec une association qui s'appelle France-Ukraine. Donc, je t'ai dit, on ne vend plus que du biométhane. Et en plus, chaque fois qu'un client vient chez nous pour souscrire du biométhane, on va reverser de l'argent à l'association France-Ukraine. Donc, on va dire qu'en fonction des actualités, des besoins, de ce qu'on estime nécessaire, on va aller contacter des associations. Plus anecdotique, mais assez sympa aussi. Je t'ai dit qu'on cherchait les clients là où ils étaient et qu'on n'essayait pas de toucher les militants. Et donc, on a une grosse action en communication sur le e-sport. Donc, le sport électronique. On sponsorise une équipe de jeux vidéo qui s'appelle la K-Corp, qui est une des plus grandes, si ce n'est la plus grande équipe de France, en tous les cas. Et on touche une population qui, d'habitude, n'est pas du tout concernée par l'énergie. Et il y avait un spectacle de la K-Corp, un match, en fait, et on a offert des places. C'était la folie. Alors, sur Twitter, tout le monde était prêt à tout pour obtenir une place. Et il y en a un qui a même écrit « Moi, je suis même prêt à sauver les ours ». Et on lui a dit « Chiche ». Et on lui a donné une place. Et ensuite, on a trouvé une association qui s'occupe de sauver les ours, qui, entre autres, crée un refuge pour, tu sais, les ours maltraités des cirques et des films en Allemagne. Et ce jeune garçon est allé avec nos community managers tout un week-end, c'est en Allemagne, dans cet endroit-là, pour aider cette association, donc repeindre il y a des petites cabanes, tu sais, où on met la nourriture pour les ours, etc. etc. Donc, c'est des actions comme ça. C'est-à-dire, c'est à la fois l'étincelle de départ, c'était nos clients. Ouais. Et puis derrière, on fait du bien pour la biodiversité. Donc, c'est quelque chose qui est très positif. Et en plus, on a changé complètement le point de vue de quelqu'un qui était juste un gamer et qui maintenant a pris conscience d'autres aspects du monde. Alors, dernière question avant de passer à notre deuxième séquence, une question prospective, Julien. Comment est-ce que tu vois Équateur dans 4-5 ans? C'est quoi ton ambition pour la boîte? C'est la même question que j'ai eue de mes actionnaires lundi dernier. Voilà. Je n'ai pas de réponse précise encore. On doit travailler là-dessus, donc je ne vais pas dévoiler quelque chose avant que la décision collégiale soit prise. Moi, ce que je voudrais, c'est que les gens... que tout le monde connaisse Équateur et que les gens fassent le choix d'Équateur pour agir et sachant que ça va leur faire changer leur comportement et que ça va les aider à aller dans le bon sens. Et aujourd'hui, on n'est pas encore très connus et donc beaucoup de gens ne nous choisissent pas parce que simplement ils ne nous connaissent pas. Ouais, bien sûr. Donc il faut on ait l'ensemble des services qui rendent très très simple le changement de comportement à nos clients.
et que tout le monde nous connaisse pour qu'il fasse facilement ce choix. C'est je décide de changer mon comportement ou pas. J'ai confiance dans le fait que ces gens-là vont m'aider. Donc surtout des actions de communication. Et de service. Donc Ouais. il faut que le service soit sans couture. En France, on a l'habitude de dire enfin même c'est pas l'habitude, en France on a beaucoup moins de panneaux solaires sur les toits qu'ailleurs. Beaucoup moins qu'en Belgique, beaucoup moins qu'en Hollande, alors qu'on a beaucoup plus de soleil. Et pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas encore de service simple qui donne suffisamment confiance. Moi, je suis des Bouches-du-Rhône. On m'a toujours dit c'est des margoulins qui mettent des panneaux solaires sur ton toit. Et donc, je vais contacter qui ? Et c'est un peu l'idée qu'on se faisait des garagistes avant, où souvent on se disait on va se faire arnaquer. Et donc, il faut que nous, on intervienne comme tiers de confiance et qu'on arrive à fédérer tous les artisans qui font très très bien leur travail et à proposer leurs services à nos clients et à rassurer tout le monde là-dessus. Alors, on va passer à la séquence numéro 2, la séquence qui s'appelle du tac au tac. Il faut que tu choisisses entre deux choses et il est interdit de répondre les deux, évidemment. Et je précise, pour te déculpabiliser, qu'il n'y a pas de mauvaise réponse. Alors, est-ce que tu es plutôt bain ou douche ? Douche. Côte de bœuf ou tofu ? Alors, pâtes, ni l'un ni l'autre. Pâtes, j'aime molto italiano io, quindi pasta. Plage ou piscine ? Plage. Avion ou train ? Train. Arrondi en caisse ou pourboire ? Pour boire. Gourde ou bouteille d'eau ? Bouteille. Gourde, pardon. Bon, ben voilà. Enfin, j'ai des gourdes partout chez moi. On n'a pas de bouteille. C'est bon, okay. Réunion en présentiel ou en distanciel ? Ouais, je préfère le présentiel. J'aime beaucoup les relations humaines. Il y a beaucoup de communication non verbale qui se passe en présentiel. Ouais. Cela dit, on emploie maintenant des personnes qui habitent à Bordeaux, qui habitent à Grenoble. Donc, on ne va pas leur faire prendre, voire même certaines au Bénin. On ne va pas leur faire prendre l'avion à chaque minute. Et donc, on fait les deux. Livre ou liseuse ? Livre, même si liseuse, c'est vraiment pratique. Mais en fait... le papier. Ouais, le papier, l'objet. Et journaux papier ou tablette ? Tablette par paresse. Alors, on va passer à la séquence numéro 3 qui s'appelle... C'est une bonne question d'ailleurs. C'est qu'est-ce qui consomme le plus énergétiquement ? Imprimer et distribuer un journal papier ou alimenter une tablette pour lire le journal sur la tablette ? C'est une petite étude que je vais demander. Tu reviendras avec la réponse. Donc, troisième séquence qui s'intitule « S'il n'y en avait qu'une, ce serait celle-là ». Quelle est la recommandation que tu donnerais à celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui et qui souhaitent se lancer dans la création d'une entreprise à impact ? Parce que c'est quand même une sacrée aventure. C'est pas tous les jours facile, j'imagine. En tout cas, en tant qu'entrepreneuse, je sais que c'est pas tous les jours facile. Est-ce que tu as un conseil à donner ? C'est pas tous les jours facile, hein. Je te confirme. Et c'est ça aussi qui est excitant, oui. Mais tu le sais très bien. Absolument. J'ai un conseil à donner. Ayez un business model qui tourne. Faire de l'impact juste sur un mode, entre guillemets, charité, ça va faire qu'un jour ou l'autre, vous allez vous retrouver en conflit d'intérêts entre vos valeurs et votre business. Et la plupart du temps, c'est le business qui gagne. Et donc après, ça crée un décalage humain qui est très, très dur à gérer. Donc, pensez un business model qui soit vertueux. Équateur, nous, on gagne plus de marge en vendant un panneau solaire qu'en vendant de l'énergie classique. Et pourtant, les clients vont faire des économies avec un panneau solaire parce que le coût de production est beaucoup moins cher que celui du réseau. Donc, on a un intérêt à vendre du panneau solaire. Les clients ont un intérêt à acheter du panneau solaire. Et comme on n'est pas producteur d'énergie, on ne subit pas l'externalité. Je me retrouve pas avec une centrale qui sert à rien. Et donc ça fait partie du business model d'Équateur, par exemple. Donc ne pas être producteur pour pouvoir, sans difficulté, donner envie à mes clients de réduire leur consommation d'énergie ou de produire eux-mêmes. Et ça, c'est très important dans vos business models, que le business amène la vertu et que la vertu amène le business. C'est un conseil limpide. Alors, ce podcast touche à sa fin. Julien, je vais te laisser la parole pour le mot de la fin. Tu nous dis absolument ce que tu veux, en 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, le message que tu as envie de passer à ceux qui nous écoutent. Le mot de la fin, c'est que de toute façon, on n'a pas le choix. Qu'est-ce que je veux dire par ça ? C'est la phrase que j'ai entendue un jour dans une réunion. Comme je t'ai dit, à vivre tout le temps face aux conséquences du changement climatique qu'on voit encore aujourd'hui
en France avec la sécheresse, bien en sûr. Californie, etc., etc., ça finit par angoisser et ça peut paralyser. Et on peut se dire, de toute façon, à quoi bon? Ce que je fais, ça sera jamais assez? Et oui, peut-être, je sais pas, j'ai pas le futur. Je vais pas vous vendre que le monde va être sauvé et que l'humanité, parce que le monde ne risque rien, mais que l'humanité va être sauvée sans douleur. Par contre, on n'a pas le choix, en fait. Donc, il faut le faire. Et donc, on avance. Et puis, le seul phare, moi, que je me donne, c'est que je me dis, il faut que, quelle que soit l'évolution de l'humanité, je me dise, moi, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour qu'on en arrive là ou qu'on n'en arrive pas là si ça finit mal. Mais j'ai mis tout ce que je suis capable de faire et chacun a ses capacités. Et donc, je peux mourir tranquille, entre guillemets. Ouais, je comprends. Chacun prend sa part. Bah, merci beaucoup, Julien, d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui. Merci d'être venu nous parler d'Équateur. On te souhaite beaucoup de succès pour la suite. La semaine prochaine, j'aurai le plaisir de recevoir une autre personnalité engagée, Franck Gervais, directeur général du groupe Pierre et Vacances Center Parcs. Bonne journée à tous. Bonne journée, merci Claire.